Bonsoir à toutes et à tous. Guinée Info, les titres du journal. Le président de la République a présidé à Addis Abeba les travaux du 406e sommet du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Les crises en Afrique étaient au centre des débats. Les détails, c'est dans ce journal. Et puis, cette retraite initiée par le nouveau ministre de la Jeunesse à la cité de Kamsar. Il est question de mettre en place une politique de jeunesse à court terme. Enfin, 70 milliards de francs guinéens pour les travaux d'extension et de rénovation de l'aéroport de Conakry. C'est une initiative de la SOSIAC. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et merci de regarder la RTG Coloma à la une de ce journal, ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, où le président de la République a pris une part active. Professeur Alpha Condé a présidé les travaux du 406e Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Les crises en Centrafrique, au Soudan et en Égypte étaient au centre des travaux. Envoyé spécial Sanassi Keita. À s'impliquer dans cette dynamique. Au centre des discussions de cette 416e réunion du CPS, Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, présidé par professeur Alpha Condé, la Centrafrique, l'Égypte et le Soudan du Sud. Le président de la République a appelé ses homologues africains à se donner davantage la main pour agir en synergie afin d'aider rapidement les peuples de ces trois pays à retrouver la paix et la stabilité. Le défi à relever reste de taille d'un même endroit et nécessite une action commune plus vigoureuse et plus urgente. Notre préoccupation est grande quant à la situation qui provoque en Centrafrique, au Soudan du Sud et en Égypte. Mesdames, Messieurs, assurément, cette réunion du CPS au niveau des chefs d'État nous ancre dans l'irréversible chemin de l'affermissement de l'image du continent, décidé à prendre en main son destin. Elle nous offre l'opportunité de renforcer notre position commune dans le cadre d'un partenariat fécond et équilibré avec la communauté internationale, en vue de permettre à chacun de jouer sa partition dans la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationale, condition essentielle à l'épanouissement général de l'humanité. Dans son allocution, le président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a mis un accent particulier sur la transparence dans l'exploitation des ressources naturelles du continent, la mise en place des politiques nationales visant à endiguer le chômage des jeunes et favoriser l'autonomisation des femmes. Des volets qui constituent, selon professeur Alpha Condé, des facteurs essentiels de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Il est évident que le contrôle et la transparence dans l'exploitation des ressources naturelles, la mise en place de politiques nationales visant à endiguer le chômage des jeunes et favoriser l'autonomisation des femmes constituent des facteurs essentiels de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Nous devons tout mettre en œuvre pour assurer notre souveraineté par l'accroissement du niveau de financement au sein du continent et marquer ainsi notre leadership dans la gestion des crises qui secouent notre espace. C'est là en effet notre centralité première et nous appartient de l'assumer. Le CPS, Conseil de paix et de sécurité, est un organe de l'UA chargé de protéger l'Afrique des conflits. Son mandat est de veiller strictement à ce que les théâtres de violence potentiels soient neutralisés afin qu'ils ne dégénèrent en conflit à grande échelle. La Guinée occupe la présidence de cette instance depuis le 1er janvier 2013. Le pays vient de mériter encore de la confiance des dirigeants africains pour un deuxième mandat. Un véritable retour de la Guinée au sein de la grande famille de la communauté internationale. Vous aurez l'intégralité de ce conseil à paix et sécurité juste après ce journal. Restons toujours au pays de Haïlé Sélassie où s'est tenu le 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Thème retenu cette année, agriculture et sécurité alimentaire. En toile de fond, bannir la faim sur le continent africain. Sanassi Keita nous signe ce reportage. Le 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine des 30 et 31 janvier 2014 qui se tient à Addis Abeba est placé cette année sous le signe de l'agriculture et la sécurité alimentaire. Un thème d'une actualité permanente mais qui n'a pas été choisi au hasard. 2014 marque ainsi le 10e anniversaire du lancement du Comprehensive Africa Agriculture Development Programme, le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. Selon tous ces dirigeants, 65% des Africains dépendent encore de l'agriculture comme principale source de subsistance. Mais en dépit de la grande variété de cultures, d'animaux et de pratiques agricoles, l'Afrique a les rendements les plus faibles du monde.
L'occasion a été donc mise à profit par ces responsables du continent de plancher sur les dysfonctionnements qui plombent la performance économique et masquent ainsi les efforts de l'Afrique dans la lutte contre la famine. Une initiative qui arrive à un moment où les autorités guinéennes ont pris à bras le corps la question de l'agriculture et la sécurité alimentaire. Le président de la République, Prosper Alpha Condé, présent ici à ce 22e sommet de l'Union africaine, ne cesse aujourd'hui de mettre tous les outillages nécessaires à la disposition des paysans agriculteurs pour mettre en valeur les 6 millions d'hectares de terres cultivables. Enfin, Ali Mariam Desalegn, qui assurait jusqu'ici la présidence de l'Union africaine, a passé le témoin à son successeur, Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Et puis ce communiqué du comité paritaire en application du principe de flexibilité des prix des produits pétroliers à la pompe, prenant en compte l'évolution actuelle du prix du baril de pétrole sur le marché international et conformément au protocole d'accord entre le gouvernement et le mouvement social guinéen signé le 27 février 2011 sur l'observation de la flexibilité des prix à la pompe pour réduire la subvention de l'État dans le secteur pétrolier, les mesures d'accompagnement y afférentes. Les prix de vente du litre de carburant à la pompe sont fixés de la façon suivante. Essence, 10 000 francs guinéens. Gasoil, 10 000 francs guinéens. Pétrole lampant, 10 000 francs guinéens. Ces prix rentrent en vigueur sur toute l'étendue du territoire national à compter du vendredi 31 janvier 2014 à 0 heure. Pour le comité paritaire, la présidente, Madame Touré Hawakita, secrétaire générale du ministère du Commerce. Justement, je reçois sur ce plateau ce soir Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail, porte-parole du gouvernement, Monsieur Albert Damanta Camara. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. La première question que je vais vous poser, qu'est-ce qui justifie ce mécanisme de flexibilité des prix des produits pétroliers? Alors, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure dans le communiqué, c'est pour tenir compte de l'évolution du prix du pétrole sur le marché international et pour qu'enfin la Guinée s'insère dans l'économie mondiale et qu'elle soit au diapason de l'économie mondiale pour être compétitive justement sur cette économie-là. Avec ce mécanisme, nous voulons une fois pour toutes éviter ce que le ministre des Finances à l'époque, M. Yansané, disait, les augmentations dramatiques ou les changements de prix dramatiques. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 2006, les modalités de mécanisme d'ajustement du prix à la pompe avaient été définies. Elles n'avaient pas pu être appliquées. Vous vous souvenez des événements de janvier-février 2007. En 2010, un protocole d'accord avait aussi été signé, mais nous étions restés sur ce système ad hoc et le statu quo de fixation des prix des produits pétroliers pour éviter un certain nombre de désagréments au niveau social. Aujourd'hui, cette position non seulement n'est plus tenable, mais elle ne correspond plus à une économie moderne. À ce jour, depuis que nous sommes entrés en fonction, nous sommes à plus de 2426 milliards de subventions, qui donc sont des pertes pour le budget de l'État. Et rien que pour janvier 2014, nous sommes déjà à 37 milliards. C'est la raison pour laquelle, lorsque enfin nous avons discuté avec le mouvement social, les partenaires sociaux, ils ont très bien compris l'absolue nécessité de rentrer dans ce mécanisme de flexibilité qui fait que demain, lorsque le prix des produits pétroliers va baisser, cela se ressentira au prix à la pompe, et lorsqu'il augmentera, cela se ressentira également. Aujourd'hui, nous sommes à une légère augmentation de 500 francs guinéens. Dans les semaines et les mois à venir, cela, la donne changera peut-être, sans doute, et à ce moment-là, ça sera également reflété sur le prix à la pompe. Donc, la principale information aujourd'hui, c'est que la Guinée entre dans un nouveau cycle où, désormais, je ne serai plus là et vous ne serez plus en train d'annoncer de manière solennelle des prix à la pompe. Ça se fera naturellement parce que nous serons rentrés dans un mécanisme de flexibilité qui tient compte de la conjoncture internationale. Justement, Monsieur le ministre, quelles sont les mesures prises par le gouvernement, des mesures d'accompagnement? Alors, le mouvement social et bien entendu le gouvernement sont en train d'envisager l'éventualité de mesures d'accompagnement. Nous allons discuter dès lundi sur insistance du syndicat et bien entendu sur la compréhension du gouvernement, en évitant un piège, celui de faire de telle sorte que, en prenant des mesures d'accompagnement, si demain le prix à la pompe vient à baisser, les mesures d'accompagnement seront considérées comme étant un fait acquis, un droit acquis, on ne pourra pas revenir là-dessus. Ce qui fait que, à ce moment-là, l'équilibre qu'on a voulu tenir
au niveau économique et financier ne sera plus d'actualité et nous n'aurons pas atteint nos objectifs. Donc il faut faire très attention sur ces mesures d'accompagnement. Je crois qu'il est prévu tout à l'heure que les syndicats viennent expliquer ou détailler les prix du transport. Au-delà de ça, nous allons discuter pour voir la faisabilité, l'opportunité et la pertinence de mesures d'accompagnement, sachant que de toute manière, dans les mois à venir, nous serons dans un mécanisme où cette fluctuation des prix ne sera qu'un épiphénomène dans l'ensemble de l'économie guinéenne. Merci, monsieur le ministre. Merci. Nous poursuivons ce journal. Toujours dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience une mission du programme des Nations Unies pour le développement. Les entretiens entre l'honorable Claude Koulikondiano et cette mission portaient essentiellement sur les nouvelles orientations au niveau de la réforme du secteur de défense et de sécurité. Compte rendu d'audience, Abdoulaye Niguelande Diallo. Depuis l'installation de l'Assemblée nationale mettant ainsi fin à la transition, les partenaires financiers multiplient les efforts pour accompagner notre pays vers le chemin du développement. C'est le cas du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il s'agit pour cette institution d'identifier les préoccupations de la Guinée dans sa politique de réforme du secteur de défense et de sécurité. Il était nécessaire que nous rendions visite au président de l'Assemblée nationale et à ses collègues pour les féliciter donc au nom de tout le système, mais également échanger, recueillir leurs conseils, avoir leur appréciation de ce processus en cours de la réforme du secteur de la sécurité et dégager quelques grandes pistes pour leur législature actuelle. La formation des agents des services de défense et de sécurité reste à ce jour une préoccupation pour les autorités guinéennes. C'est pourquoi cette rencontre avec les commissions parlementaires en charge de la législation, de l'administration générale et de la justice a permis aux hôtes de mesurer l'ampleur de la situation. Auparavant, la délégation du PNUD avait échangé avec le président de l'Assemblée nationale. Dans leur entretien, Claude Koulikondiano a donné de larges informations sur l'évolution du processus de réforme du secteur de défense et de sécurité. De son côté, le premier chef du gouvernement était l'hôte des populations de Forêt-Karia, Mohamed Saïd Fofana, est venu pour une campagne de sensibilisation sur la nécessité d'une franche cohabitation entre les populations et les sociétés minières évoluant dans le Moria. Hadi Kamara, Kabasouma, Mohamed Souma. Il a été question pour le Premier ministre chef du gouvernement d'interpeller la conscience et le sens de responsabilité des uns et des autres par rapport à la bonne collaboration entre les travailleurs et les responsables des sociétés minières évoluant dans la zone. Dans ça a fait ma femme. Il fait une nati foufa fou pour voter à l'usine Balan. Pour nous qui a barré. Et nous demandons le groupe était à moment. Voilà moi où il y a Gandhi. Dans la salle, pour aller où il y a tout, nous fait bête en femme et le ternana. On dit mal, voilà, nous faisons la vie. Mais les femmes, ils vont dire à Bade, c'est un pauvre inapte en gomme au panier. Les femmes bénes, eux, eux, pour le fourrer, elles, on a un seul yen, 5%, 7%. Et au phare à Sable, n'a rien fait. On y a voulu voir un aide, on a bé. Bamri Radien, Ralamame. Konon wara fa to wayni ma famma sono anu mara si ma famma on dum tondi malagna bi nga perdu ma kelen nga fira on a quand fallait de kelen. Le chef du gouvernement natif de la localité a insisté aussi sur le droit de grève, mais dans le strict respect des textes réglementaires. Ceci pour éviter tout dérapage affectant le bon fonctionnement de la société. Il en va la salir et puis société n'a pas installé. Sari en Rama, Kedi Rasabada, Anhama Wili Kanama, Anhama Bahil de Grafe, Anhama Hore, Prohi Dundafe, Anuna Mane, Nasari Rasa, Hanafi, Nasari Nasari Fari. Mangasai n'a contrôlé ma et Maraba, est un citoyen, il plaît, man, les autorités. Pour nous, quel mari est allé, c'est cette société, il s'est de là, le Premier ministre Fofana est venu à Konta où l'usine d'exploitation du minerai de fer est installée, dont l'approvisionnement est assuré à partir du site de Yomboyoli. Ici également, Mohamed Saïd Fofana est monté au créneau pour flétrir tout acte allant
dans le sens du découragement ou de la démobilisation des investisseurs nationaux ou étrangers. Pour lui, le gouvernement mettra tout en œuvre pour le respect des droits des travailleurs et des employeurs, ce qui garantit le travail. Et puis cette série de passations de témoins, tout d'abord à Mohamed Diarry cède le ministère délégué au budget pour occuper celui d'État aux finances, dont l'ancien locataire prend lui les rênes du ministère d'État aux mines. Voyons tout ça avec notre reporter Alassane Diego Bari sur les images de Seko Sibi. C'est dans une salle du restaurant du 4e étage du ministère des Finances Archicomble que se déroule la première cérémonie. Une cérémonie à double passation, d'abord entre les deux ministres délégués du budget sortant et entrant. J'interpelle toutes les structures relevantes de mon département à faire preuve de professionnalisme, d'innovation et à redoubler d'ardeur pour produire les meilleurs résultats. Je voudrais aussi rassurer tous les cadres de ma disponibilité à recevoir toute critique objective ou suggestions pertinentes visant l'amélioration et la qualification de notre travail et l'atteinte des objectifs que le chef de l'État et le chef du gouvernement nous ont assignés. Votre connaissance du terrain et vos qualités de gestionnaire de haut niveau de la chose publique est rigoureux, compétent et modeste, ainsi que votre expérience gouvernementale seront d'un apport précieux dans la délicate et exaltante mission qui vous attend. Ensuite vient l'échange entre les deux ministres d'État de l'économie et des finances, le sortant Kerfala Yansane et le tout nouveau ministre d'État Mohamed Diarry. Ensemble, nous avons travaillé au cours de ces 3 dernières années. Je ne parle que des années du pouvoir du président de la République, le professeur Alpha Condé, avec abnégation et sans relâche, sous la direction du ministre d'État, M. Kerfala Yansane, pour aboutir aux résultats qui nous ont valu les félicitations du chef de l'État. Je voudrais dire à M. Mohamed Diarry, nouveau ministre d'État chargé de l'économie et des finances, et à M. Alpha Condé, ministre du budget, qu'il faut poursuivre les réformes. Ce sont les réformes qui nous ont permis d'être là où nous sommes. Car, comme l'a dit très justement le chef de cabinet M. Diarry, la situation reste encore très très fragile. Enfin, dans la soirée, rendez-vous était pris pour le ministère des Mines et de la Géologie où Kerfala Yansane, promu ici ministre d'État, reprend le flambeau des mains de Mohamed Lamine Fofana. Monsieur le ministre d'État, le bon chantier du secteur minier que vous rejoignez aujourd'hui est complexe et plein d'embûches, cependant exaltant. Les remous se sont engendrés par la cohabitation difficile entre les sociétés et les populations d'accueil constituent des handicaps sérieux pour une évolution apaisée des sociétés minières. Ces cérémonies étaient toutes empreintes d'émotions qui caractérisent la séparation entre des personnes qui ont longtemps collaboré ensemble. Une retraite pour une problématique, celle de l'emploi des jeunes. L'idée du nouveau ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Les travaux ont commencé hier à Kamsar. La retraite est restreinte. Il est question de mettre en place une politique de jeunesse à court terme. Reportage dans la cité bauxitique de Kamsar, Alia Kamara. Concernant les jeunes, c'est de fournir assez d'efforts pour que nous soyons demain la relève de cette nation. C'est dans ce contexte qu'intervient la retraite de Kamsar, 3 jours de travaux pour réfléchir à la problématique de l'emploi jeune. Il est question de présenter une feuille de route, des projets réalistes et réalisables dans les 18 prochains mois. Pour les consultants sur des questions de jeunesse, le département doit savoir que faire, quand et comment le faire. Il faut dire que nous ne sommes pas là pour réinventer une nouvelle politique nationale ou quoi que ce soit. Nous sommes là pour juste discuter des priorités qu'il faut
faut justement mettre sur la table afin que au moins certaines choses soient délivrées au niveau des jeunes. Pour que à la fin, je vous dis, que l'on puisse sortir un plan d'action assorti d'un calendrier et d'un budget pour qu'on puisse rapidement je dis bien, faire face à la question cruciale de la jeunesse. Les travaux de cette retraite devront soumettre un canevas de travail au tout nouveau ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Déjà, le département dispose d'un guide de référence avec des points précis qui ont simplement besoin d'être ajustés. Vous savez, nous sommes un gouvernement de mission. Le président nous a donné comme objectif de réaliser des projets pour la jeunesse guinéenne. Déjà, il y a un plan stratégique national qui a été élaboré dans ce département. Il est important d'aller avec ce qui existe déjà, bâtir quelque chose qu'on peut mettre en œuvre dans le court terme pour que l'espoir qui renaît aujourd'hui soit une réalité demain. Les participants vont plancher sur 3 thèmes pendant ces 3 jours de réflexion. Le volet emploi jeune, les activités de la jeunesse et le cadre institutionnel des jeunes. Un document est attendu samedi. Il sera validé à Conakry dans les prochains jours. Ici à Conakry, la représentante résidente du programme alimentaire mondial chez le ministre du Commerce a ligne de mire explorer les possibilités de partenariat entre les 2 institutions dans le domaine du renforcement de la sécurité alimentaire dans le pays. Habib Thiam et Cheikh Mabinti Silla ont suivi l'entretien. Ils rendent compte. Cette visite renforce la volonté et l'engagement du programme alimentaire mondial à poursuivre sa coopération avec les nouvelles autorités en charge du commerce. Une rencontre préliminaire qui se veut déterminante dans la définition des principaux axes d'intervention future de l'institution onusienne dans le secteur. C'était surtout une visite exploratoire pour parler avec Monsieur le ministre d'une éventuelle collaboration, mais surtout pour faire un peu des recherches sur le marché autour de la filière du riz en Guinée. Comme le PAM est un acteur de la sécurité alimentaire, on importe du riz pour les projets de développement et les projets humanitaires. La mise en place d'un système de commercialisation fiable pour accroître le revenu des paysans est un des défis que se fixe Marc Yombuno et son équipe. Ce nouveau soutien du programme alimentaire mondial augure de belles perspectives pour le département du commerce. Le PAM est une grande institution qui s'occupe de l'alimentation et de la nutrition au niveau mondial. Et le PAM a une histoire très vieille en Guinée, et avec beaucoup d'actions positives. Et donc c'est dans ce cadre que la représentante résidente nous a rendu visite ce soir pour discuter ensemble des possibilités de collaboration, de partenariat dans le cadre de la commercialisation, dans le cadre de la nutrition et dans le cadre de l'approvisionnement des populations en aliments de base. Dans l'attente des nouvelles orientations assignées à chaque département ministériel, nombreux sont les membres du gouvernement qui s'activent dans la recherche de nouveaux partenaires pour accompagner leur activité. Comment faire face aux problèmes qui assaillent le secteur de la santé? La question hante l'esprit du nouveau ministre de la Santé. D'où cette série de rencontres avec les structures centrales et déconcentrées de son département. Il s'agit pour le médecin-colonel d'examiner les approches nécessaires à la réussite de la nouvelle feuille de route assignée au département. Explication Soridé Kira. Parmi les priorités du gouvernement de la Troisième République figure en bonne place le secteur transversal de la santé. Malheureusement, le secteur reste encore confronté aux problèmes de divers ordres. Au nombre de ces problèmes, on note la dégradation poussée du niveau des soins dans les structures hospitalières. Les hôpitaux sont devenus de véritables centres de négoce. On dit une intervention c'est 540 000, on fait des interventions à 3 millions, 4 millions, 10 millions, 15 millions. Le ministre des Finances même nous a interpellé pour dire une fois il est parti avec son fils qui avait fait un accident dans un de nos hôpitaux, on lui a fait payer 3 millions. L'hôpital par définition c'est le modèle, la référence pour l'hygiène. En initiant ces rencontres à bâton rompu avec l'ensemble des structures du niveau central et périphérique, ainsi que les services rattachés, le nouveau ministre de la Santé entend impliquer les cadres à tous les niveaux pour relever les grands défis du département conformément à la nouvelle feuille de route assignée au secteur par le président de la République. Le président de la République a été très clair qu'il va mettre en place un gouvernement de mission. Et avant que nous recevions la lettre de mission,
j'ai essayé d'abord de prendre en main le service et c'est que le constat, après les avoir écoutés, le constat est mitigé. Nous avons besoin de résultats dans un bref délai. Et ces résultats, pour que nous l'obtenions, il faut aller avec des gens qui sont dans l'esprit d'avoir réellement des résultats probants. Pour une meilleure exécution de la nouvelle feuille de route du département, de larges informations ont été données sur les différentes structures. Il s'agit des acquis enregistrés, mais aussi les principales difficultés liées au fonctionnement de ces structures. Autre titre de l'actualité, 70 milliards de francs guinéens. Je dis bien 70 milliards de francs guinéens. C'est l'enveloppe déboursée par la SOGIAC pour les travaux d'extension et de rénovation de l'aéroport de Conakry. Ce projet vise la modernisation de l'aérogare et l'amélioration du confort des clients. Déjà, l'entreprise en charge des travaux s'engage à finir les travaux dans les délais impartis. Reportage Mohamed Bari. Ils sont nombreux, les ouvriers de CDE qui s'activent dans l'exécution du projet de rénovation de l'aéroport international de Conakry, Bessia. Ces travaux qui ont été lancés au mois de juillet dernier devraient permettre la modernisation de l'aérogare et l'amélioration du confort des clients et des usagers. C'est un engagement de la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry, SOGIAC, pour une bagatelle de 10 millions de dollars, soit 70 milliards de francs guinéens. Aujourd'hui, la façade côté public a pris forme. Le premier volet a consisté à refaire l'aéroport tel que vous le voyez là, sans adjonction autre, c'est-à-dire une facilitation des flux et de la sécurité des passagers qui arrivent, des passagers qui partent, ainsi que l'aménagement de tous les circuits. En même temps, évidemment, comme vous le voyez, une modernisation des superstructures. Ce projet connaît quelques modifications. C'est pourquoi la première tranche des travaux prendra fin le mois prochain et la deuxième tranche fin mars 2014, avec une préparation d'une zone arrivée pour un troisième tapis bagage, un rajout de climatisation pour tout le hall et la réfection entière de l'ancienne salle d'embarquement. Les travaux de rénovation, c'est dans un premier temps fait améliorer le confort de la clientèle et des usagers. Quand je dis usagers, en fait, c'est tous les gens qui travaillent à l'intérieur et puis évidemment les clients. C'est-à-dire que tout sera climatisé, tout sera fermé. Ce sera plus comme avant où vous êtes à l'air libre, où la température peut monter jusqu'à 35 degrés à l'intérieur. Donc tout va être climatisé, la lumière va être mise en place, vous aurez des faux plafonds, c'est-à-dire le confort total comme dans beaucoup d'aéroports modernes en fait actuellement. Une fois ces travaux terminés, l'aéroport de Conakry fera partie des grands aéroports qui offrent confort et sécurité. C'est le souci des autorités de la SOGIAC. Pratiquement, nous sommes à 85% de la fin des travaux. Le projet initial devait prendre fin en fin janvier. Nous avons demandé à l'entrepreneur de rajouter sur le projet initial. Nous avons décidé de prolonger la fin des travaux au mois de février 2014. La réalisation de ce projet répond aux préoccupations du chef de l'État qui multiplie les approches pour donner une nouvelle image à la Guinée. Le programme de développement social durable vole au secours des institutions de microfinance. Elles viennent de bénéficier d'un important lot de matériel informatique. Ce geste du PDSD vise à renforcer les capacités des 12 institutions de microfinance tout en leur permettant d'avoir plus de visibilité et d'efficacité sur le terrain. Alpha Yassila. L'institution de microfinance évolue en Guinée en synergie avec les banques de la place. Très proche de la population, le renforcement des capacités de ces institutions de microfinance est une nécessité absolue, d'où cette intervention du programme de développement social durable en offrant à ces dernières des matériels informatiques. Pour améliorer la qualité de la prestation de ces IMF, pour avoir une meilleure lisibilité ou traçabilité, si vous voulez, de ce montant, il est important donc d'avoir un système d'information mis en place pour effectivement il y ait une meilleure fiabilité et un meilleur traitement de l'information. Et c'est dans ce cadre donc, dans le cadre du PDSD2, il a été prévu donc l'informatisation des IMF. La microfinance est le secteur qui assure le financement des personnes qui ne peuvent avoir accès aux sources de financement des banques classiques.
Il s'agit en priorité des personnes à très faible revenu, ne pouvant pas offrir les garanties nécessaires auprès des banques pour y accéder. Cet important lot de matériel est composé entre autres de 77 serveurs, 33 ordinateurs de bureau, 5 portables, des vidéoprojecteurs et des groupes électrogènes de 7 kVA. L'équipement il est beau, l'équipement est bien, mais ce n'est pas suffisant. La gestion est plus importante que tout ça. Ce n'est qu'un début. Les gens veulent vraiment nous aider, mais aidons-les à nous aider. Et il faut signaler que les institutions de microfinance bénéficient chaque année des assistances particulières de la part des bailleurs de fonds, notamment la Banque africaine de développement. Le gouverneur de la ville de Conakry sensibilise les populations des localités de Ratouma plongées dans l'obscurité cet après-midi. Le commandant Sekou Resco Kamara était dans certains quartiers pour appeler les populations à plus de patience. Pour le commandant gouverneur, des travaux sont en cours pour rétablir le courant électrique. Sur le pas du gouverneur Komara Moussa. Des quartiers Kipé, Kaporo, Yataya et Sonfonia n'ont pas le courant électrique. Ce délestage est dû au pan des transformateurs. Le gouverneur de Conakry s'est rendu sur les lieux pour sensibiliser les populations de ces localités. Nous sommes en train de recenser tous les poteaux qui sont déjà arrachés par certains éléments et en même temps des fils aussi arrachés par certains voleurs. Et surtout les transformateurs sont tous recensés, y compris les pompes qui ne fonctionnent pas plus de 2 mois ou certains pour 2 mois. Donc nous allons prendre les dispositions dès maintenant pour pouvoir donner le courant à la population. Si plaît à Dieu, la semaine prochaine, vous allez voir ce qui va se passer dans les communes de Ratouma. Mais nous lançons un appel à la population de la ville de Conakry, surtout la commune de Ratouma, de ne pas écouter ceux qui veulent créer des troubles encore concernant le problème de courant. L'État a pris les dispositions, l'État a pris sa responsabilité pour prendre toutes les dispositions pour pouvoir donner le courant à la population. Ce sont 14 quartiers qui sont plongés dans l'obscurité. Les responsables de l'EDG promettent de trouver une solution idoine à ces problèmes. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a au moins un certain mois où la zone d'équipe ne reçoit pas le courant à partir de 18h. C'est parce que simplement les groupes qui étaient là et qui étaient alimentés au gasoil ne sont plus opérationnels. Ces groupes-là ne sont plus opérationnels. Ça fait que malgré ce manque-là, on ne peut pas laisser la zone d'équipe dans l'obscurité. Il faut, quelles que soient les conditions, au moins, leur faire sentir cette électricité-là. À travers cette sensibilisation, les populations de ces localités gardent l'espoir que leur problème sera résolu très bientôt. Enfin, les militants et sympathisants du accueil chaleureux à l'honorable Mamadou Batawel Kamara, député de Boké, rentre de Conakry, juste après l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Sekou Souma, Alseni Pascal Adine Kamara nous signe ce reportage. Après avoir pris à l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, l'honorable Mamadou Batawel Kamara est de retour à Boké. Pour l'occasion, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel lui ont réservé un accueil triomphal. Le député de Boké doit cet honneur pour son implication dans le processus de développement de sa localité. Batawel est un homme très sombre, mais un homme très gentil. Un homme qui veut le développement d'abord de sa ville natale qui est Boké. Comme en partant, il nous a donné au revoir, au retour également, il faut le réceptionner pour qu'il fasse un compte rendu bref. C'est ça son rôle aussi en tant que député à l'Assemblée nationale. L'honorable Mamadou Batawel Kamara a tenu à remercier les militants et sympathisants du parti pour leur contribution à l'obtention de la majorité à l'Assemblée nationale. Confié à nouveau aux sages de Kakandé, leur fils, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, qui est en train de développer notre préfecture. Aujourd'hui, quand on est à Boké, on est à se reprocher de rien. Le professeur Alpha Condé, il n'a pas donné l'argent au fils de Kakandé, mais son programme de société a fait aujourd'hui que Boké a bénéficié des investissements qui se passent de commentaires. La prestation des artistes de la place pour signifier l'adhésion de Kakandé au programme de société du chef de l'État professeur Alpha Condé a été l'un des moments forts de cette réception. Avant de boucler ce journal, nous revenons sur le communiqué du
Sur le communiqué du comité paritaire en application du principe de flexibilité des prix des produits pétroliers à la pompe, prenant en compte l'évolution actuelle du prix du baril de pétrole sur le marché international et conformément au protocole d'accord entre le gouvernement et le mouvement social guinéen le 27 février 2011 sur l'observation de la flexibilité des prix à la pompe pour réduire la subvention de l'État dans le secteur pétrolier et les mesures d'accompagnement y afférentes. Les prix de vente du litre de carburant à la pompe sont fixés de la façon suivante: essence 10 000 francs guinéens, gasoil 10 000 francs guinéens, pétrole lampant 10 000 francs guinéens. Ces prix rentrent en vigueur sur toute l'étendue du territoire national à compter du vendredi 31 janvier 2014 à 0h. Pour le comité de paritaire, la présidente Madame Touré Hawakita, secrétaire générale du ministère du Commerce. Vous aurez juste après ce journal une importante déclaration du mouvement syndical par rapport au trafic du transport urbain et interurbain. C'est tout pour Guinée Info. À demain même chaîne, avec toujours le même plaisir. Portez-vous bien. Demain sera toujours meilleur.